Merci, Charles Mathieu. Bonjour, namasté, merci d'être là, merci beaucoup d'être là. Mathieu, merci à vous d'être ici aujourd'hui. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir cet honneur et ce bonheur d'être en dialogue ici, presque intime, avec Mathieu et vous tous. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien, je ne sais pas où elle est présentement, mais dire un très grand merci à Pascal Demers. Pascal Tucceche, merci beaucoup d'avoir eu cette merveilleuse idée de nous réunir, Mathieu et moi, avec vous tous ici aujourd'hui. Donc, je crois que la plupart d'entre vous connaissez bien Mathieu, c'est probablement le plus célèbre des moines bouddhistes occidentaux que l'on connaît. Mais pour ceux et celles qui peut-être n'êtes pas familiers avec son parcours, permettez-moi de brièvement vous rappeler ses origines et absolument tout le travail qu'il a effectué depuis de nombreuses années. Donc, vous me corrigerez, hein, Mathieu, si jamais je fais des erreurs. Donc, Mathieu est né à Aix-les-Bains et il est né dans une famille quand même pas n'importe laquelle. Vous aviez déjà un bon karma. Votre père était un homme, un philosophe, un écrivain, un grand éditeur, un homme, un intellectuel. Votre mère, une artiste. Vous et votre sœur avez grandi à travers cette communauté française, mais avec des gens qui étaient des artistes, des gens connus, des scientifiques. Et dans votre livre, L'altruisme, plaidoyer pour l'altruisme, on réalise déjà que vous aviez cette conscience, parce que vous parlez à un moment donné de cette très belle scène où vous êtes avec votre grand-mère, vous étiez en train de pêcher, vous aviez 6 ou 7 ans, et déjà, quelques temps plus tard, une amie va vous dire « Ah, Mathieu, tu pêches? » Et là, vous allez réaliser que, effectivement, l'altruisme envers les animaux, ça a commencé très, très tôt chez vous. Donc, vous parlez de ça. Déjà, vous étiez un enfant qui était altruiste plus naturellement? J'en suis pas très sûr. En fait, ça s'est produit malheureusement un peu plus tard, à l'âge de 13 ans, cet épisode. Et c'est vrai que ça montre aussi que finalement, j'étais pas pire sans doute que les autres, mais l'altruisme et la compassion demandent que l'on s'ouvre à l'autre et qu'on essaie d'imaginer la situation de l'autre. Parce que je ne m'imagine pas poisson, et je pourrais très bien m'imaginer ce que ça serait si quelqu'un arrivait, et moi-même, si un gros poisson lançait un crochet qui m'attrapait par la bouche et m'attirait dans l'eau, je serais asphyxié, je ne trouverais pas ça formidable. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase de Kafka, qui disait à propos de la guerre, c'est un prodigieux manque d'imagination. Donc on n'imagine pas que l'autre, ce qu'on appelle un ennemi, est aussi quelqu'un qui a des joies et des souffrances, une famille, qui n'a aucune envie de mourir. Et comme disait aussi, je crois que c'était un général, je crois que c'est général Foch, qui disait la guerre et des gens qui ne se connaissent pas et s'entretuent pour le compte de personnes qui se connaissent bien mais ne se battent pas entre elles. Et le même Kafka, d'ailleurs, qui est devenu végétarien, un jour était dans un aquarium et il disait « Maintenant, je peux vous regarder en paix, je ne vous mange plus. » C'est vrai, c'est très bien dit. Mais à quelque part, vous vous destinez pour une carrière scientifique. Vous avez commencé un doctorat, vous l'avez terminé là, en génétique cellulaire. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez laissé le microscope pour aller en méditation, pour aller au Tibet et pour aller à la recherche de ces grands maîtres? Ouais, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est d'abord à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance de voir des documentaires sur tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion du Tibet.
et qui s'était réfugié en Inde, au Bhoutan, au Népal, enfin dans tout le versant sud de l'Himalaya. Et donc Arnaud Desjardins, accompagné d'un interprète, pendant des mois, avait rendu visite à tous ces maîtres, les avait filmés dans l'intimité. Et c'est vrai que c'était particulièrement inspirant parce qu'on voyait tous ces sages vivants aujourd'hui à notre époque. C'était pas de lire les Fioretti de Saint-François ou de lire les dialogues de Platon, entendre parler de Socrate. On s'imagine vaguement la tête qu'ils avaient, mais c'est pas pareil que de les voir vivants aujourd'hui. Et donc ça m'a déterminé, inspiré, disons, à aller les rencontrer. Mais comment vous avez fait pour les rencontrer? Est-ce que vous méditiez déjà? Il y a des millions de personnes en Inde. Comment vous avez eu accès à ces grands maîtres? Ah ben déjà, j'ai eu la chance de pouvoir demander, savoir où ils étaient déjà, grâce à Arnaud Desjardins et un autre ami qui revenait de là-bas. Donc ils m'ont donné des adresses, ils m'ont dit quels étaient parmi ces maîtres ceux qui les avaient le plus inspirés ou impressionnés. Et donc sans trop... c'est un peu l'aventure parce que j'avais appris le grec, le latin et l'allemand. C'est mon père qui avait cette idée. Et pas l'anglais. Vous parliez déjà 3 langues? Non, je ne parlais pas très bien, mais le grec ancien, on ne parle pas trop, mais disons, ça ne m'a pas beaucoup servi, quoi. Tandis que l'anglais, maintenant, je m'en sers beaucoup plus souvent, mais je l'ai appris sur le tas, du coup. Et maintenant, je parle plus tibétain, anglais que français en général. Mais ceci dit, quand je suis parti en Inde la première fois, j'étais pas très bon en anglais, à tel point, j'avais une barbe à l'époque et un petit peu les cheveux pas trop courts. Pas comme aujourd'hui, en tout cas. Et donc, vous savez, en Inde, les personnes qui portent la barbe et les cheveux longs, souvent, c'est les Sikhs. C'est la région Sikh. Donc, à un moment donné, j'ai été malade, j'ai attrapé la typhoïde. La seule fois où j'étais malade en Inde en 50 ans, mais enfin, je l'ai attrapé le premier coup. Donc, je suis allé dans un hôpital à Delhi et ils m'ont demandé « Are you sick ?» J'ai dit « No, I'm French. » Vous voyez, mon anglais était comme ça. Enfin bon. Donc en fait, quand j'ai rencontré ces maîtres, évidemment, Kangyo Rinpoche et d'autres encore, si vous voulez, je suis resté comme ça 2-3 mois et j'avais du mal à exprimer par des mots la qualité de ces rencontres. C'est difficile à décrire, ça reste difficile à décrire. C'est toujours, même soit on emploie des superlatifs tellement superlatifs que les gens vous disent, mais ça n'a pas de sens, mais même ces superlatifs-là ne rendent pas justice à la qualité tout à fait... Alors en plus, quand on dit extraordinaire, on s'imagine que, je sais pas, il va y avoir des choses qui vont briller dans le noir, que vous allez arriver, que, je sais pas quoi, il va y avoir quelque chose des vibrations bizarres, qui vont brusquement se dématérialiser ou léviter, etc. C'est totalement simple, on pourrait dire ordinaire, et en même temps c'est totalement hors de la norme parce qu'il y a une qualité d'être qu'on ne trouve pas évidemment à tous les coins de rue. Donc c'est une forme à la fois de sagesse, de compassion, mais qui n'est pas ostentatoire, qui est une sorte d'évidence, de qualité d'être et de présence. Et alors, rétrospectivement, parce qu'à l'époque, je n'avais pas formalisé ça, j'avais beaucoup de mal à articuler mes idées, mais si je compare à ce que j'avais vécu auparavant, j'avais vu au contraire beaucoup de gens dont les qualités étaient très visibles. Je dirais ostentatoires, dans le sens pas forcément qu'ils étaient arrogants, mais si vous rencontrez un grand virtuose du piano, à l'évidence, ce qui est clair, visible, audible, c'est que c'est un grand artiste, qu'il a une grande virtuosité, un grand sens de la musicalité, etc., etc. Si vous rencontrez un grand scientifique ou un grand mathématicien, il vous impressionne par son savoir, et on sait très bien à quoi on a affaire, c'est un très grand mathématicien. Mais en même temps, ce qui était un peu décontenançant, c'est qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre ces capacités ou ces génies même particuliers et des qualités humaines. C'est-à-dire vous prenez, on pourrait faire une étude, vous prenez 100 jardiniers, 100 grands virtuoses, 100 philosophes, 100 mathématiciens, vous aurez en gros la même distribution de personnes qui sont généreuses, bienveillantes, et de personnes qui sont extrêmement pénibles à vivre, disons.
égoïste, etc. Donc on ne voit pas le rapport. Le fait de devenir un grand joueur d'échecs comme Bobby Fischer ne veut pas dire, loin de là, que ça devient quelqu'un d'équilibré, de bienveillant, etc. Donc on se dit c'est bizarre, j'aimerais bien jouer du piano, jouer des échecs comme cette personne, mais pas forcément devenir ce qu'elle est. On peut aussi bien rencontrer un jardinier, je dirais, lui c'est vraiment quel chic type, je me rappelle quand on vivait à la campagne près de Paris, quand j'étais à l'école communale, et il y avait à l'époque, il y avait encore le lavoir municipal où il y avait des laveuses qui venaient avec un grand baquet de linge, et puis elles tapaient le linge avec un battoir, et il y en avait une qui s'appelait Virgine, et à chaque fois qu'on la voyait, elle disait « Ah, comme on est heureux, regardez mon beau linge comme il est blanc ». J'étais plus inspiré par cette femme que par les grands artistes. Que par certains philosophes ou autre chose. J'ai rien contre les philosophes, mais je veux dire, il n'y avait pas de lien. Tandis qu'avec un maître spirituel, il ne peut pas y en avoir. Vous ne pouvez pas dire, c'est un grand maître spirituel, dommage qu'il soit grincheux et désagréable. Ça ne marche pas. Mais nous sommes plusieurs à 20 ans à avoir rencontré des gens qui nous inspiraient, mais de là à laisser une carrière scientifique, à laisser derrière une amie de cœur, à laisser derrière une carrière des plus prometteuses, de laisser derrière la famille pour aller troquer un microscope à regarder des cellules et aller s'asseoir pour regarder son esprit. S'asseoir pour regarder son esprit. Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes... C'est cette rencontre, c'est sûr. Puis après, pendant 5-6 ans, j'ai fait des allers-retours. Ouais. Tous les ans, donc j'ai dû faire 6 ou 7 allers-retours. On a le temps de se faire une idée, et puis les choses travaillent tranquillement dans votre esprit. Et sur l'espace de 6 ans, on commence à un peu mettre en balance les choses. Et en même temps, vous savez, c'est pas du tout... vous avez l'impression de laisser derrière, mais c'est pas... Laisser derrière, ça peut arriver un peu un sentiment de rejet ou d'abandon. Mais si on prend une autre image, par exemple, celle quelqu'un qui voyage, qui fait une randonnée en montagne, vous passez un col. Alors, au début, c'est bon, vous travaillez beaucoup, c'est par exemple de faire, je sais pas, faire une thèse, par exemple. Puis vous arrivez en haut de la montagne et vous arrivez en haut d'un col. Il y a une très belle vallée derrière vous, puis il y en a encore une autre devant vous qui est parfois encore plus belle. C'est pas que vous abandonnez, rejetez la vallée que vous venez de quitter. C'est simplement vous passez à une vallée qui offre des possibilités différentes, qui peut être encore plus fertile, plus belle, etc. Donc c'est pas un rejet, c'est simplement une étape de découverte qui se présente à vous dans l'existence. Et c'est pas difficile, parce que ce qui serait difficile, c'est de dire « Ah ben non, il faut justement que je reste dans cette vallée-là. » Vous voulez passer le col, puis crac, il y a une ficelle qui vous tire en arrière. Là, ça serait plus embêtant. Puis vous auriez pu devenir moine bouddhiste, vous auriez pu rester en retraite, c'est-à-dire faire des retraites, suivre des enseignements et garder une vie qui est quand même très, très contemplative. Mais au contraire, vous avez décidé, ou l'avez-vous décidé, de vous servir de vos talents de photographe et d'écrivain pour partager avec nous tous ce que vous avez appris de ces grands maîtres. Je ne suis pas sûr, je crois que j'ai décidé. C'est encore une fois, là, c'était pas... ça paraît de nouveau un sort de saut dans de grand tournant, mais je ne dirais pas que c'est à mon insu, mais ça s'est fait subrepticement, puisque alors, j'étais dans les années, c'était en 1997, je pense, après 25 ans donc, de vie extrêmement tranquille dans l'Himalaya. Oui. Et puis, donc là, nous avions ce nouveau monastère au Népal. Et puis, on venait juste d'avoir un téléphone. C'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de téléphones encore à l'époque, là-bas. Et puis, je reçois un coup de téléphone à quelqu'un qui avait dû avoir une idée en me disant « Est-ce que vous voulez faire un dialogue avec votre père ?» Jean-François Revel. J'ai dit « Bon, je me suis dit « demandez-lui, parce que je me suis dit en moi-même, il ne va jamais accepter. » Moi, j'ai toujours eu de très excellentes relations avec mon père, mais ce genre de... Vu la façon dont ce qu'il représentait, dialoguer avec un moine bouddhiste, pour lui, c'était la déchéance ultime. Même si c'est son fils. Je me suis dit, c'est trop lui demander, quoi. Et donc, je lui ai dit, débrouillez-vous avec lui. Et j'ai pensé qu'il ne me rappellerait jamais, quoi. Et puis 15 jours plus tard, ils m'ont rappelé en me disant, on a déjeuné avec lui, on lui a proposé, vous savez, les éditeurs, ils essaient toujours de vous proposer des idées. Déjà, si on n'avait pas suffisamment à faire, vous ne voudriez pas écrire un livre sur ceci, cela?
Alors mon père, il aimait bien les bons restaurants, donc ils lui ont proposé 2-3 trucs. Là, il l'a invité dans un bon restaurant parisien. Il a dit, bon, ça va, tant que je suis encore au dessert, je peux... Donc il les a poliment évincés, et puis paraît-il qu'au dessert, ils lui ont dit, est-ce que vous voudriez faire un dialogue avec votre fils? Et là, paraît-il, la poire et le fromage se sont suspendus quelques instants, et il a dit, ça, je ne peux pas refuser. Ah. Donc, alors quand ils m'ont rappelé en me disant ça, je me dis, c'est maintenant, c'est moi qui sors. Je suis fichu, quoi. Il va passer au rouleau compresseur. Donc j'ai fait comme tout bon joueur de football. J'ai dit, je veux jouer sur mon propre terrain, qu'ils viennent. Et donc il est venu au Népal, et on sont partis dans une auberge dans la montagne qui dominait la vallée de Katmandou, et pendant 10 jours, on a conversé à bâton rompu. Donc ça a été aussi l'ouvrage le plus facile que j'ai jamais fait, parce que c'était 10 jours de dialogue, 1 ou 2 mois de mise au point, et puis crac boum, c'était fini, quoi. Et est-ce que vous vous attendiez à ce que ce livre devienne le succès planétaire traduit en 23 langues? C'était ça le problème, parce que moi j'étais bien tranquille dans les montagnes, et quand je suis arrivé à Paris, parce qu'il fallait bien y aller pour la sortie du livre, et quand brusquement on a été projeté sur la scène de tous le moine et le philosophe, les médias possibles et imaginables, et bien du jour au lendemain, voilà, vous devenez quelqu'un que les gens parlent dans la rue, alors que vous êtes exactement la même personne qu'avant. Puis après, ça fait boule de neige, quoi, en gros. Et je suis pas sûr que j'ai bien contrôlé la situation. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes revenu de plus en plus, vous avez fait des conférences, vous avez partagé avec nous tous vos photos, vos écrits, vous avez aussi introduit, et d'une façon assez extraordinaire, l'art, mais aussi la science de la méditation. Vous nous avez fait découvrir que de méditer, c'est pas seulement comme de prendre une tisane pour relaxer, mais on agit vraiment sur la structure, sur notre cerveau. On peut changer véritablement qui nous sommes, notre vision du monde. Est-ce que c'était une intention, ou ça aussi, ça faisait partie de ça, c'était aussi des concours de circonstances. Par exemple, le livre que j'ai fait avec Trinh Hoan Tuan, j'avais pas du tout l'intention de faire un autre dialogue, sauf qu'on s'est retrouvé dans l'université d'été de Andorre. C'est la petite principauté qui est entre la France et les Pyrénées, et ils ont une université d'été. Puis après, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas d'université le reste du temps. Et donc, quand je me suis retrouvé avec Trinh Hoan Tuan, qui m'a dit, voilà, je suis né bouddhiste, je m'intéresse beaucoup au bouddhisme, mais j'ai jamais, donc il est d'origine vietnamienne, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans le bouddhisme, et je serais très intéressé de faire un dialogue. J'ai dit, ah bon, et puis moi j'avais aussi quelques questionnements parce que le bouddhisme a toute une analyse de la réalité, et notamment une réalité qui est dénuée d'existence intrinsèque, qui est impermanente, interdépendante. Bon, c'est vrai que c'était un sujet intéressant. Et donc finalement, bon, j'ai dit, on a fait ce dialogue. Donc vous voyez, c'était encore une concours de circonstances. L'art de la méditation, c'était un petit peu, bon, je faisais des conférences à droite à gauche, puis vous parlez un peu sur les conditions extérieures, intérieures du bien-être, sur la façon de gérer les émotions, comment on peut cultiver certaines qualités. Puis alors, bon, vous avez fait une conférence comme, je sais pas, celle d'aujourd'hui, et puis à la fin, vous êtes sur le point de partir, vous avez signé 2-3 bouquins, et puis quelqu'un vient vers vous, et dit, voilà, je voudrais méditer, mais comment est-ce que je fais? Oui. Alors, en 5 minutes, qu'est-ce que vous allez dire? Alors presque en désespoir de cause, je me suis dit, il y avait beaucoup de très bonnes choses qui existaient, mais peut-être qu'il y avait encore un petit quelque chose à ajouter ou à compléter. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais faire comme si je répondais à cette personne dont j'étais dans mon ermitage au Népal. Et pour la seule fois d'ailleurs, j'ai utilisé ce logiciel de dictée pour dire, voilà, je vais comme si je parlais à quelqu'un, essayer d'expliquer comment méditer et ajouter à ça des citations pour donner une certaine authenticité à mes propos, donner des citations de grands maîtres qui appuient ces différents types de méditation. Puis après, j'ai un peu corrigé ça. J'ai envoyé ça à un copain qui a bien voulu me relire, et au début, il m'a dit, mais c'est même pas un brouillon, ton truc. Bon. Et puis finalement, bon, on a un peu revu et corrigé. Mais c'était aussi pour répondre à certains, voilà, pour faciliter la tâche. Et c'est vraiment le livre sur l'altruisme où c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité faire de moi-même. J'étais assez imprudent puisque ça m'a amené du coup à 5 ans de travail assez intense
parce que je voulais vraiment couvrir un peu tous les sujets. Et je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Et maintenant, j'ai un petit peu altruisme post-traumatique syndrome. Oui, et d'ailleurs, si vous permettez, Mathieu, on en parlait tout à l'heure lorsque... Non, c'est fini les gros bouquins, je vous préviens. Parce que c'est vrai, ce sont presque, on appelle ça un travail de moine. Alors, c'est à peu près 700 pages, 287 pages de recherche. Oui, et ça, et vous teniez encore une fois, quand vous avez parlé d'altruisme, à appuyer vos propos avec des recherches scientifiques. Donc ça, c'est... Pour ce sujet-là, oui, parce que si vous voulez, bon, si on parle de la méditation, il vous faut a priori confiance, ou vous avez au moins les citations. Mais là, dans ce cas-là, il y a des choses qui peuvent sembler radicales, mais qui ne le sont pas. Mais en vérité, elles ne le sont pas parce que si on regarde la réalité, la banalité du bien est ce qu'elle est. La plupart des gens se comportent de manière plutôt bienveillante les uns vers les autres. Il y a évidemment tout ce qui choque, tout ce qui est aberrant, tout ce qui est déviant, tout ce qui est excessif. Mais c'est précisément parce que c'est aberrant que ça choque. Vous parliez de l'effet Velcro. Oui. dont qu'est-ce que vous disiez, Richard Davidson? Oui. Il disait que notre cerveau est comme un velcro pour les mauvaises nouvelles. Vous avez juste à penser, si dans une journée vous recevez 10 compliments et une critique, devinez de quoi vous allez vous rappeler en soirée? De la critique. Oui, il y a une raison à ça du point de vue de l'évolution. C'est que quand tout va bien, on est là tranquille, on peut se relaxer. Je peux fermer les yeux et me sentir que je ne suis pas en danger. Mais s'il y avait des bruits de détonation ou le crépitement d'un feu ou de personnes qui se battent dans un coin, il faut que je fasse attention parce qu'il y a un danger potentiel. Et de ce fait, on est attiré, même dans les médias, l'effet Velcro est extrêmement puissant pour qu'on vous parle toujours de ce qui se passe mal. Mais ce n'est pas exactement le cas. Donc si vous voulez qu'on vous dise maintenant, la violence a cessé de diminuer depuis 5 siècles, j'ai dit, mais il est complètement malade ce moine bouddhiste, là. Il sort d'où? Et donc il fallait montrer effectivement que c'est le cas, parce que c'est le cas, et quoi qu'on en dise. Donc justement, quand j'ai fait relire ce livre par des amis, à un moment donné, l'un d'entre eux qui me disait, mais enfin, tu n'as quand même pas besoin, à chaque fois que tu dis quelque chose, d'avoir une étude scientifique ou derrière. Oui. Et puis à un moment donné, il est arrivé un chapitre où pendant 2-3 pages, et je racontais certaines choses, puis il me dit, dis donc, là, ça repose sur quoi ça? T'as inventé ça ou... Non, finalement, c'est une bonne chose. Oui, il y a quelque chose de vraiment important dans le livre sur l'altruisme. Et si vous avez un livre à vous procurer, c'est bien celui-là. Parce que moi, ça m'a fait réaliser, et des années plus tard... Oui, on peut en faire des poids, exactement. Mais vous savez, ici, en Amérique du Nord, on est dans le supermarché de la méditation. Il y a autant de techniques et de méthodes de méditation qu'il y a de voitures de stationner là, dans le parking lot là, présentement. Et souvent, on ne sait pas par où commencer. Donc, on commence avec une méthode, on se demande si c'est ça la méditation. Et j'ai partagé avec vous qu'il y a de nombreuses années, moi j'ai commencé ainsi, j'ai commencé à magasiner pour la méditation. Quelqu'un m'a vendu un mantra à très fort prix, puis j'ai pendant quelque temps mitraillé mes pensées dans ma tête avec ce mantra-là. Puis il restait 23 autres heures dans ma journée, je ne savais pas trop quoi en faire. Et ensuite, des années plus tard, je vais avoir la chance de rencontrer Jon Kabat-Zinn, et là, je vais commencer la méditation de la pleine conscience. Et ça va faire véritablement une différence dans ma vie, au niveau de mon attention, de ma concentration. Je suis devenue moins réactive et j'ai compris plus de choses. Mais la grande transformation pour moi personnellement, et vous l'adressez dans le livre Plaidoyer sur l'altruisme, c'est lorsque, avec la pratique de la méditation, avec cet art et cette technique de concentrer et de diriger mon attention, j'ai marié l'altruisme. J'ai adouci mon regard envers moi-même, envers les autres, envers le monde qui m'entoure. Parce que sinon, j'étais assise sur un banc de bois durant 1 heure, chaque jour, et oui, je progressais, mais ma vie, elle, à l'extérieur, ne changeait pas de façon très notable. Mais lorsque j'ai commencé à pratiquer l'altruisme avec la méditation, et c'est là où votre livre est essentiel à mon point de vue, il y a une véritable transformation qui se fait. Pouvez-vous en parler? Quand Jon Kabat-Zinn a commencé à introduire donc, la méditation dans le milieu hospitalier, d'abord c'était il y a presque 40 ans ou 35 ans, je sais pas.
À l'époque, si on parlait de méditation, il y avait peu de chances que ça soit admissible dans le monde du soin. Donc, il s'est dit, les gens souffrent, forcément, ça on le sait, les patients souffrent, les aides-soignants souffrent aussi souvent. Et donc, cette souffrance, elle est souvent liée à ce qu'on pourrait appeler le stress. C'était un mot dont on commençait à parler, dont on commençait à noter les effets délétères. Et donc, son idée, c'était de présenter ça d'une manière qui soit acceptable de façon laïque et séculière dans ces établissements. Donc, l'idée de réduction du stress par la pleine conscience, c'est un mot, une expression un peu longue, mais qui n'effraie pas. De même que maintenant, dans les écoles, c'est encore un peu difficile de dire on va enseigner la méditation dans les écoles. Ça commence à se faire sans trop de difficultés, mais je sais qu'au début, il y a encore 6, 7, 8 ans, si on disait ça en Amérique du Nord ou ailleurs, il y a des parents qui menaçaient de retirer leurs enfants. On pensait qu'on allait les mettre dans une secte ou leur inculquer une autre religion. Parce que si vous dites aux parents, écoutez, voilà, on a une forme d'intervention qui va améliorer l'attention de vos enfants, leur intelligence émotionnelle et leurs comportements prosociaux. Alors là, tout le monde, les éducateurs, les parents disent « génial, comment est-ce qu'on fait ça ?» Donc c'est une autre façon de présenter l'entraînement de l'esprit ou la méditation. Donc c'était très bien vu d'entreprendre comme ça. Donc Jon Kabat-Zinn lui-même est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, c'est un grand cœur. Il est évident que dans la façon de donner cet enseignement de 8 semaines, cet entraînement, la composante de bienveillance, quand il s'agissait de gens qui souffraient par la nature des choses, dans les hôpitaux, aussi bien les patients que souvent les personnels soignants, eh bien, cette composante de bienveillance apparaissait tout le temps au fil du discours et au fil des pratiques. Mais si on regarde simplement la définition technique du body scan ou de rester dans le moment présent de façon sans jugement, et toutes autres disons, définitions un peu sorties du contexte, et maintenant on parle de plus en plus d'introduire la pleine conscience dans l'entreprise, par exemple. L'entreprise est aussi un endroit, bien sûr, où les gens souffrent de toutes sortes de choses, peut-être de manque de sens, d'éthos, de but, de qualité des relations humaines. Peut parfois venir à manquer. Il y a parfois un burn-out professionnel qui est différent du burn-out des aides-soignants. Et donc il y a aussi des difficultés. Mais on peut envisager que cette pleine conscience soit utilisée simplement avec l'idée d'améliorer la productivité, l'efficacité, donc essayer de squeezer encore plus les personnes qui travaillent. Et là, c'est un peu risqué. Et si on prend des cas extrêmes, vous pouvez avoir un tueur à gages, tireur d'élite en pleine conscience et un psychopathe en pleine conscience. Mais si vous prenez une définition dénuée du sens qui va avec, simplement rester dans le moment présent, parfaite vigilance, un tireur d'élite, c'est ce qu'il fait. Il ne doit jamais être distrait, il doit contrôler ses émotions. S'il est distrait, il doit y revenir. Et puis il est sans jugement parce qu'il tue tout le monde, donc il ne fait pas la différence. Évidemment, c'est une caricature, mais si on prenait simplement la définition à la lettre, on pourrait appliquer ça en théorie à un tireur d'élite. Donc par contre, vous ne pouvez pas avoir de tueur à gages bienveillant, ni de psychopathe bienveillant. Donc l'idée, ça serait de parler de pleine conscience bienveillante dès le départ. Bon, ça rajoute un petit peu un mot de plus, mais ça vaut la peine. En plus, vous ne pouvez pas pratiquer l'amour altruiste sans être dans la pleine conscience, sans être attentif. Sinon vous êtes distrait, simplement, vous n'êtes pas là. Donc en fait, vous arrivez à joindre... Vous pouvez... si vous voulez, quand vous pratiquez l'amour altruiste, vous devez être en pleine conscience. Ouais. Par contre, vous pourriez envisager d'être en pleine conscience sans la bienveillance.